Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Grand 8. Nous sommes au cœur de l'écomusée de Grésy-sur-Isère en Savoie. Ensemble, nous allons découvrir tout ce qu'il va se passer cet été en Savoie-Mont-Blanc. C'est parti, suivez-moi. Et pour parler de l'été en Savoie-Mont-Blanc, une saison pleine de découvertes, je suis avec Laure Tonnelet-Bazaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, chargée de la culture et du patrimoine. Je suis aussi avec Vincent Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental de la Savoie et coprésident de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Alors nous allons découvrir tout ce qu'il se passe sur notre territoire cet été. Et notre premier invité est Nicolas Villaume. Vous êtes responsable de l'écomusée du bois et de la forêt de Thônes. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors votre écomusée est situé entre les Aravis et le lac d'Annecy. Vous proposez un voyage dans le temps avec la visite d'une ancienne scierie. Expliquez-nous concrètement qu'est-ce qu'on y découvre. Alors, l'écomusée du bois et de la forêt est une ancienne scierie qui date du 19e siècle, qui a donc été réhabilitée par des bénévoles et sur la volonté d'élus locaux. Le territoire des vallées de Thônes est une région qui est très boisée, puisque 50% du territoire est recouvert par la forêt. Et donc, depuis 25 ans, cette scierie est réhabilitée sous forme d'écomusée. Et on propose une visite découverte de cette scierie qui fonctionne encore aujourd'hui à l'énergie hydraulique. Voilà. Votre écomusée fonctionne avec l'aide du département ? Alors on fonctionne avec le département grâce à un réseau, avec l'aide du réseau Empreinte. Le réseau Empreinte, donc, c'est une association qui regroupe une cinquantaine de structures, associations ou institutions, collectivités, qui agissent pour la préservation du patrimoine culturel et naturel, pour sa préservation et également pour sa valorisation. Donc dans le cadre de ce réseau, nous agissons en lien avec le département sur différents dispositifs d'animation, de découverte à la fois du patrimoine culturel et aussi du patrimoine naturel. En quoi est-ce que faire découvrir ce patrimoine est important ? Faire découvrir ce patrimoine, il est important à deux titres. Premièrement, je pense pour la population locale, qui est, on a une population quand même très importante sur les départements de Savoie. Et cette population connaît son territoire, mais a besoin de le redécouvrir parfois. Et c'est vrai que c'est le but de l'action quotidienne de nos structures, c'est à la fois de valoriser un patrimoine, mais aussi faire prendre conscience de sa fragilité parfois et de sa richesse, bien sûr. Laure Tonnelet-Bazaille, c'est pour ça aussi que c'est important pour le département de venir en aide à ce genre de structure ? Oui, alors c'est vrai que vous avez cité le réseau Empreinte. Il y a aussi tout un tas de projets pédagogiques portés par les collèges qui permettent aussi d'aller à la rencontre de ce genre de structure et donc de faire découvrir à nos jeunes tout ce patrimoine. Oui, c'est important parce qu'effectivement, il faut le transmettre, il faut l'aider à vivre et puis aussi à le transmettre aux jeunes générations et aux moins jeunes aussi, puisqu'il y a à la fois les habitants puis il y a aussi ceux qui viennent découvrir notre territoire. Alors cet écomusée, comme l'écomusée où nous sommes aujourd'hui, est accessible à tous. Comment est-ce que vous mettez ça en place ? Ça répond ? Au niveau de l'accessibilité, c'est vrai qu'on a parfois tendance à voir l'accessibilité comme une accessibilité purement physique. Et nos écomusées se veulent accessibles vraiment à tous les publics. On parlait effectivement des différents des niveaux d'âge, des touristes, des locaux également. Nous, on travaille effectivement sur l'accès aussi à différents types de handicap. Et cette association est très probante avec le département, puisqu'au niveau départemental, différents dispositifs sont mis en place toute l'année pour pouvoir justement rendre accessible l'environnement naturel et l'environnement culturel à tout type de handicap, qu'ils soient physiques, mentaux ou même handicap social, puisqu'on travaille avec beaucoup de structures médico-sociales différentes tout au long de l'année et aussi pendant l'été. Oui, c'est un des buts importants du département de pouvoir justement ouvrir ces sites à tous les publics. Donc là, c'est l'exemple à Thônes, mais également nos sites de mémoire, nos sites culturels, la Chartreuse de Mélan, le château de Clermont. Il y a vraiment une offre qui est adaptée, alors effectivement pas que aux formes de handicap physique, pour se déplacer, mais également les autres formes de handicap, pour que vraiment la culture, le sport, le patrimoine soient accessibles à tous durant cet été.
Vincent Rolland, on revient du côté de la Savoie. Vous proposez aussi des offres handi-tourisme, c'est le cas au Parc national de la Vanoise. Comment est-ce que tout cela se met en place ? Nous avons depuis longtemps au conseil départemental financé un poste au sein de l'agence touristique départementale et maintenant d'Agathe, qui est l'agence des territoires, un poste dédié au développement du tourisme pour les personnes en situation de handicap, avec l'objectif d'adapter l'offre aux personnes handicapées, d'une part, et d'autre part, il y a eu dans le cadre du plan tourisme un volet spécifique pour des actions touristiques tournées vers les personnes en situation de handicap. On a pu labelliser d'ailleurs certains sites, comme à Pralognan-la-Vanoise, certains hébergements aussi, et nous considérons évidemment que nos frères et sœurs handicapés font partie intégrante de l'offre touristique. Concrètement, ça se traduit comment ? Un exemple concret d'accès facilité ? Par exemple, il y a des promenades de confort. Je vous invite à celle de Saint-Guérin, dans le Beaufortin, que j'ai pu apprécier en fin d'année dernière, qui est absolument merveilleuse et qui, à la fois, offre la possibilité de découvrir le patrimoine naturel, offre la possibilité de découvrir la richesse de l'eau, puisqu'on est sur un barrage, sur une retenue d'eau, et tout ça accessible aux personnes en situation de handicap. On veut ouvrir autant que possible l'offre touristique à ce type de public, sachant que les personnes handicapées ne sont pas les seules à s'y retrouver, puisque à un moment ou à un autre de notre vie, on peut se retrouver de manière temporaire en situation de mobilité moindre. Je pense par exemple aussi au moment avec des poussettes pour faire des balades. Vous voyez, il y a toutes sortes de publics qui, du fait de ces aménagements, ont une accessibilité facilitée aux activités touristiques. Alors, il me semble qu'il y a 30 promenades confort au total. Est-ce que c'est quelque chose qui est long à mettre en place ? C'est long à mettre en place, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'accompagnement, d'où le poste du chargé de mission. Et puis après, il y a les investissements à réaliser, investissements qu'accompagne aussi le département de la Savoie. Alors, au-delà de l'accès physique, il y a aussi le côté financier qui peut contraindre certaines personnes à ne pas aller à certains événements ou visiter certains lieux. Du côté de la Haute-Savoie, vous proposez, il me semble, des événements gratuits pour pallier à tout ça. Alors bon, l'événement phare, c'est évidemment le 17 juillet sur le plateau des Glières où le département propose gratuitement, donc sur inscription sur le site dédié, de monter au plateau des Glières et de passer la journée, une journée festive au plateau. Mais il y a également beaucoup d'animations sur nos sites départementaux qui sont soit à tarif vraiment très réduit, soit parfois des animations ou des spectacles qui sont gratuits. Donc ça, c'est important pour nous justement aussi de pouvoir accueillir tous les publics. Et effectivement aussi dans les pratiques sportives, après il y a nos partenaires également, mais on est vraiment attaché à cette politique tarifaire qui ne soit pas un obstacle pour les différents publics. Alors avant de parler d'un événement qui va attirer bon nombre de touristes, je vais évidemment parler du Tour de France, on va regarder le teaser des 22e rencontres des départements et régions cyclables qui auront lieu les 11 et 12 octobre prochains, parce que pour visiter notre territoire, rien de tel que le vélo. Amis du vélo, bonjour. Nous retrouvons en direct nos envoyés spéciaux Marion et Laurent. Effectivement, on est à 9 km du sommet. Sur les routes de ce magnifique département de la Savoie. Nicolas est parti seul en tête. Quel démarrage, quelle course, quel exploit! Oh là 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 là, et quel coup de pédale de Loris et Kewan. Ils ne prennent même pas le temps d'apprécier le paysage. Quel dommage! Et voici Léa et Maëlys en plein effort. Mais que se passe-t-il? Elles s'arrêtent au bord du lac. Oh là 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 là, 25 minutes à glandouiller. C'est magnifique! Quelle pause exceptionnelle! Et pendant ce temps, Justine et Alex prennent un chemin de traverse. Quelle audace! Ça, il fallait le faire!
Fin d'étape pour Geneviève et Olivier. Et maintenant, c'est la journée de repos. Marie va aller bichonner. C'est magnifique! Alors que Nicolas va réussir à trouver la plus belle balade possible en seulement quelques clics, Léa et Maëlys sont tout près de battre leur record. Ça y est, c'est fait! Elles n'ont jamais eu autant de likes sur Facebook, Twitter Et Instagram. Encore une performance. C'est Maël! Il sait faire du vélo sans rouler. Le vélo en Savoie, à chacun son exploit. Et là, on ne parle plus non de vélo amateur, mais de véritables professionnels. Je le disais, les Pays de Savoie accueillent le Tour de France du 17 au 19 juillet en Savoie-Mont-Blanc, en 3 étapes, les 3 étapes majeures du Tour de France. Annecy, le Grand Bornand, Albertville, La Rosière, Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez. Et il faut le dire, dans ces 3 étapes, il y a un passage remarqué du côté du site des Glières. C'est une fierté. Oui, c'est une fierté puisque du coup c'est le plateau des Glières, évidemment c'est un site historique et de mémoire très important pour nous en Haute-Savoie. C'est un site du département, donc c'est un site mis en valeur et protégé par le département. Et puis c'est l'occasion justement de faire découvrir au-delà des Hauts-Savoyards ce patrimoine naturel et historique. Comment est-ce que vous préparez ce site à l'arrivée de tous ces cyclistes? Alors effectivement, ça fait un petit moment qu'on y travaille, ça fait des mois, puisque l'enjeu c'est à la fois de parler du plateau, mais aussi de protéger le plateau, puisque c'est quand même un espace naturel sensible, c'est quand même un espace remarquable, c'est un site de mémoire, donc il ne faut pas non plus le traiter comme n'importe quel autre site. Donc on prépare vraiment depuis des mois avec tous les acteurs du plateau, que ce soit les alpagistes, que ce soit les associations environnementales, que ce soit les associations de mémoire, bref, tous les acteurs, et évidemment le département, les acteurs du département, pour justement préparer cet événement qui se passe le mieux possible et que vraiment tout le monde puisse profiter de cette fête. Vous l'avez quand même préservé, je suppose. Oui, alors du coup il y a eu beaucoup de réflexions pour savoir comment justement on allait pouvoir le protéger au mieux. Donc il y aura 5000 personnes qui monteront sur le plateau, donc il y aura 3500 personnes qui sont prévues uniquement en car, puisque le choix a été fait de mettre des cars à disposition à partir de 4 zones de départ plus bas, et donc de monter uniquement en bus du coup pour essayer de ne pas faire monter les voitures, d'interdire les voitures individuelles. Et puis il y aura donc 3500 en car et 1500 qui monteront à pied ou à vélo pour les plus sportifs. Du côté de la Savoie, Vincent Roland, même question. Comment est-ce qu'on s'organise? Écoutez, les communes étapes travaillent avec la Société du Tour de France depuis de nombreux mois à la bonne organisation de cet événement que nous relayons au sein de Savoie-Mont-Blanc, parce que vous le rappeliez tout à l'heure, nous avons une belle part du gâteau de la Grande Boucle cette année sur notre territoire, que l'on va essayer de mettre en valeur. Savoie-Mont-Blanc, l'été, je crois qu'il faut que nous nous appuyions sur le patrimoine, et nous l'avons déjà dit, les lacs, qui sont extrêmement importants, la montagne, et puis les activités de pleine nature comme le vélo. C'est pour ça que le département de la Savoie, depuis longtemps, s'est engagé dans des investissements importants pour la bonne pratique du vélo, avec le bornage d'école, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la réalisation de véloroutes. Il reste, je le précise, encore beaucoup à faire. Et puis autour des événements, nous finançons le Tour de Savoie-Mont-Blanc, nous participons au Critérium du Dauphiné, et puis nous essayons chaque année de faire, comme on dit en patois, du lobbying pour que la Grande Boucle fasse étape sur notre beau territoire. Vous parliez des voies vertes en Savoie. Où est-ce qu'on en est? Il y a, comme je le disais il y a quelques instants, il y a eu beaucoup d'investissements engagés ces dernières années. Il y en a une assez remarquable entre Chambéry et Aix-les-Bains, le long des berges du lac du Bourget, mais aussi il y a l'objectif de relier le lac d'Annecy, et ça a déjà commencé, vers le sud des Préalpes, en passant là où nous sommes, en fond de vallée de la Haute-Combe de Savoie. Je crois vraiment
au développement touristique autour du vélo. Alors nous avons dans notre patrimoine touristique la randonnée, bien sûr, en Savoie-Mont-Blanc, avec une application, comme il existe aussi une application pour le vélo, car c'est vraiment quelque chose en plein essor et qui va encore faire un bond en avant avec l'apparition des vélos à assistance électrique qui, vous le conviendrez, chez nous peuvent être extrêmement utiles compte tenu de la déclivité. Ça, c'est le cas de le dire, effectivement. Vous parliez de l'application. Alors, Savoie-Mont-Blanc, la Savoie et la Haute-Savoie ont une application en commun. On peut y retrouver 1600 randonnées libres et 600 itinéraires vélo et VTT. C'est quelque chose qui plaît aux gens. Est-ce que ça fonctionne, Lorton-les-Bazailles? Oui, ça fonctionne et ça connaît de plus en plus de succès. Alors effectivement, toujours un petit peu la même ambition, à la fois servir les Savoyards et puis aussi séduire le public qui vient si nombreux nous visiter pendant l'été. Et puis ça participe aussi d'une certaine forme de sécurisation aussi de ces parcours pour que les gens effectivement aient une bonne information, puissent prévoir à l'avance et se sentir en sécurité sur ces itinéraires. D'ailleurs, la Haute-Savoie met en valeur la valorisation des espaces remarquables. Cette nature qui nous entoure, c'est Kimberly Trivio qui nous l'explique dans ce reportage. 9 millions d'euros, c'est le montant engagé par le département de la Haute-Savoie pour le patrimoine naturel. Dans ce budget, 122 000 euros sont consacrés au rendez-vous avec la nature. Le département possède une grande variété de milieux naturels répartis sur plus de 100 000 hectares. Depuis maintenant 15 ans, la Haute-Savoie mène une politique qui met en avant la protection et la valorisation de ces espaces. La Haute-Savoie ne peut croître et se développer raisonnablement que si nous arrivons à protéger ces territoires, cette nature qui fait son attractivité, mais qui mérite d'être préservée et protégée. Voilà, c'est un travail au quotidien. Nous avons choisi de faire ce travail en partenariat avec des associations qui ont la pédagogie, qui ont le contact, qui ont le savoir-faire. Nous avons choisi de le faire essentiellement à partir des enfants, des adolescents, pour qu'en grandissant, ils portent ces messages qu'ils ont quasiment naturellement, les enfants et les ados. Pour la 6e édition des Rendez-vous avec la nature, 200 activités gratuites sont proposées du mois d'avril au mois d'octobre. Elles offrent une expérience d'immersion en plein cœur de la nature, ainsi que la découverte des 9 réserves naturelles qui nous entourent par le biais d'approches diverses, telles que des activités ludiques, sportives ou encore artistiques. Par ailleurs, une 60aine d'animations sont adaptées aux personnes en situation de handicap, dont 3 sont traduites en langage des signes par l'association Passerelle. Cette année, et pour la première fois, elles sont réparties sur 56 sites labellisés par le département sur le territoire de la Haute-Savoie. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre un département qui se veut exemplaire, l'excellence environnementale. Et on a un nouvel outil, on a ce schéma, on a cette volonté du département et ce budget qu'on souhaite mettre pour l'environnement, pour ce bien commun. Je dirais que oui, il y a une pression qui est forte, on a un cadre de vie exceptionnel, on a une biodiversité qui est présente, mais maintenant, il faut que collectivement et individuellement, chacun prenne conscience et chacun devienne acteur de cet environnement. Le département ne peut agir seul pour la protection de la nature. Il souhaite sensibiliser et mobiliser davantage le public en alertant sur les risques encourus si les habitants ne préservent pas ces espaces remarquables. Le département mise également sur l'éducation des enfants et des adolescents. Ils seront dans quelques années les acteurs principaux de l'environnement. Les rendez-vous avec la nature permettent à la fois de mieux la connaître et mieux la comprendre. On a souhaité mettre en place ce connaître ma nature. Ça va être de la nature, on sort du collège, de la maison au collège, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il y a de la nature qui existe, qu'on habite en milieu plus urbain ou plus rural. Et c'est arrivé à sensibiliser également les collégiens sur ces thématiques-là, donc pour toucher tout âge de la vie des Hauts-Savoyards. Pour le bien de l'environnement, le département est épaulé par 26 partenaires. Une nouveauté cette année, le département propose un programme réservé pour le printemps et un autre programme pour l'été et l'automne. Il est possible de les consulter sur le site Haute-Savoie Expérience, également disponible sur l'application gratuite du même nom. Vous pouvez également retrouver ces programmes complets des rendez-vous avec la nature dans les offices de tourisme et chez les partenaires des animations. Kimberly Trivio en parle dans son reportage. Une immersion dans la nature avec des activités et 60 animations adaptées aux personnes en situation de handicap et traduites en langue des signes. Nicolas Villaume, c'est le cas dans votre écomusée. Comment est-ce que ça se passe concrètement ?
Alors cette année, l'Écomusée du Bois est coordinateur des animations, donc qui sont interprétées en langue des signes française. Cette année, on a pu proposer déjà 3 sorties adaptées pour ces publics. Donc on a très bien vu dans le reportage la diversité et la qualité du savoir-faire des animateurs. Et toutes ces approches originales de découverte de l'environnement sont aussi mises à contribution pour ces personnes. Donc on a la chance de travailler avec une association locale qui s'appelle donc Passerelle. On travaille avec le personnel salarié de cette association pour pouvoir à la fois traduire, interpréter du contenu, du vocabulaire spécifique, amener ces personnes avec des interprètes en langue des signes sur des sites naturels, donc espaces naturels sensibles, réserves ou espaces de nature ordinaire, assez proches des milieux urbains parfois. Et puis bien sûr la communication qui est importante. Cette association propose, donc interprète une vidéo de promotion de ces sorties, ce qui permet aux personnes sourdes du département de venir découvrir des sites comme cette année la Châtaignière à Rovoré ou des lieux beaucoup plus proches du milieu urbain comme le site du Taillefer à Crangevrier où beaucoup de personnes ont pu découvrir à la fois la forêt et à la fois aussi la grimpe d'arbres puisqu'ils ont eu l'occasion de monter dans les arbres en animation. Quelle est la réaction ? Évidemment, comme pour beaucoup, c'est beaucoup de bonheur et une approche originale. Et comme je le dis souvent, sensibiliser les gens, ça demande à chercher dans les sens. Et quand on touche au sens des personnes, eh bien, on sensibilise les personnes et on les amène à s'attacher à ce patrimoine aussi. Vincent Rolland, vous en pensez quoi ? C'est une belle initiative et tout ce qui pourra permettre, comme je le disais tout à l'heure, à nos frères et sœurs handicapés de découvrir notre patrimoine, de découvrir des activités sportives et physiques, doit faire l'objet de toutes les attentions. On va découvrir encore une partie de notre patrimoine. Nous y sommes ici à l'Écomusée de Grésy-sur-Isère. Il fête cette année ses 20 ans et nous y sommes. Reportage. Tout à l'heure, il va se passer un événement important. C'est que vous soyez là, mesdames et messieurs, pour ce passage, car... De l'émotion, beaucoup d'émotions. Si l'Écomusée de la Combe de Savoie fête cette année ses 20 ans, son histoire prend aussi un tournant. Le fondateur passe le flambeau. Depuis 2 décennies, il conservait le même objectif. Il faut que le papy puisse montrer à son fils, à son petit-fils, à son arrière-petit-fils, eh bien que tel outil il s'en servait, comment il s'en servait et ce qu'il faisait avec. Le successeur, le voici. Pierre Dubourjat. Sa nomination engage quelques nouveautés. Ça passe déjà par le changement du nom. De l'Écomusée, on passe au village-musée. Et puis ensuite par le trajet, là, le parcours qui a été entièrement couvert, modifié. Et puis au niveau des collections, il y a un inventaire qui va être fait. Des outils, des machines, des siècles de vie quotidienne répartis sur 5000 m². Une fierté pour le maire de Grésy-sur-Isère. On est très fiers à Grésy d'avoir un site qui est un des premiers sites touristiques du Parc des Bauges. Donc souligner tout l'investissement des bénévoles qui depuis 20 ans maintenant travaillent d'arrache-pied et ont fait un magnifique outil qui permet d'avoir une renommée sur la commune. Ils sont près de 30 bénévoles et 3 salariés à faire vivre ce lieu chargé d'histoire. Pour la transmission de la vie, des racines, c'est très important. D'ailleurs, il y a beaucoup de visites scolaires qui viennent ici. Il y a même une institutrice retraitée qui fait des ateliers d'écriture avec les enfants. Donc, au-delà des objets, il y a une vie et tout ça est fondamentalement humain et vivant et c'est ce qu'on aime ici. La structure accueille près de 9000 visiteurs par an. Cette découverte est accessible à tous. Le lieu est pensé pour les personnes à mobilité réduite. Et nous allons continuer à parler patrimoine, mais cette fois-ci, nous allons recevoir Martine Buissard. Nicolas Viaume, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation. Je vous laisse rejoindre la régie en attendant Martine Buissard, qui est directrice de la Fondation FACIM. C'est la Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne et elle arrive tout de suite. Bonjour. Alors, je vous présentais à l'instant, vous êtes directrice de la FACIM. Expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que la FACIM ? Alors, la Fondation FACIM, Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, est une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1976 et qui œuvre pour la valorisation du patrimoine, de la culture et de la connaissance en Pays de Savoie.
Pour ce faire, on instaure un dialogue entre des créateurs, des artistes ou des écrivains, et ce territoire a très forte identité. Essentiellement, sur cette partie patrimoniale, nous sommes le bras opérationnel du conseil départemental et nous œuvrons à partir d'un label national qui s'appelle le Pays d'art et d'histoire. Donc c'est le Pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie qui comprend 4 vallées, Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et Val d'Arly. Et ces 4 vallées, en fait, on les traite à partir de leur histoire commune, donc d'avoir appartenu aux États de Savoie jusqu'en 1860, l'art baroque, bien sûr, mais aussi l'économie agro-pastorale, dont on parlera, je pense, et puis les équipements en montagne, l'aménagement de la montagne, que ce soit les stations de ski, les stations de sport d'hiver ou l'hydroélectricité. Alors avant de parler de tout ça avec vous, nous allons partir en Haute-Savoie où nous sommes gâtés sur le plan culturel. Tout comme en Savoie, la Savoie-Mont-Blanc est un véritable bijou au niveau patrimoine. Le château de Clermont, les sites des Glières et la chartreuse de Mélan que l'on découvre tout de suite avec Emmanuel Jaude. Au sein de la chartreuse de Mélan, édifice emblématique du XIIIe siècle, le sacré prend une autre dimension, plus particulièrement l'architecture religieuse. En effet, depuis début juin, l'ancien monastère, propriété du département de la Haute-Savoie depuis 1906, accueille l'exposition de Pascal Lemaître, photographe spécialiste de l'architecture culturelle. On a certaines personnes qui ne fréquentent pas forcément les églises ou qui passent autour, qui entendent de temps en temps le son des cloches, mais qui ne prennent pas le temps de les observer sous le regard d'un photographe et puis avec le commentaire aussi d'un commissaire d'exposition qui va amener un propos qui va permettre aux gens aussi de comprendre l'architecture et de voir aussi que l'architecte, il amène à la sensibilité la personne qui va traverser ces édifices pour y retrouver pour les uns une sensibilité spirituelle et puis pour d'autres bien une sensibilité simplement avec l'espace, la configuration de l'apport de la lumière, l'idée de prendre un temps de silence, de réflexion, qui est intéressant également. Une volonté forte du département en partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement 74, permettant à la chartreuse de Mélan de conforter son statut de lieu incontournable, totalement intégré dans le maillage culturel départemental. L'important, c'est de ne pas tout avoir forcément, par exemple, sur le bassin d'Annecy, mais effectivement d'avoir des sites ailleurs. Donc il y a le château de Clermont, il y a le plateau des Glières, il y a évidemment ce site où on est aujourd'hui, il y a le domaine de Rovoré aussi, au nord du département. Donc oui, c'est aussi pouvoir proposer une offre aux Savoyards vraiment près de chez eux. Visite libre, guidée ou virtuelle, les possibilités sont nombreuses pour venir découvrir quelques-unes des plus belles structures à vocation religieuse, le tout gratuitement afin de parler à tous les curieux. Notre but, c'est aussi de toucher tous les publics, y compris les familles, y compris les enfants. Donc du coup, il y a des choses un peu plus ludiques avec un Monopoly géant, avec des ateliers créatifs le mercredi après-midi pour les enfants. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher tous les publics et pas que les spécialistes, entre guillemets, de l'architecture. Une exposition à découvrir au cœur de la vallée du Gifre jusqu'au 30 octobre prochain. Lorton-les-Bazailles, on est gâtés quand même en Savoie-Mont-Blanc. Oui, oui, c'est vrai que le patrimoine, on a un patrimoine très riche, c'est vrai qu'on a évoqué tout à l'heure notamment le baroque, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment des pans entiers de notre histoire avec des architectures très différentes. Et c'est vrai qu'on a la chance en Haute-Savoie d'avoir vraiment des sites départementaux très différents et du coup avec des approches et des valeurs différentes avec des dimensions différentes qu'on a choisi de leur donner. Comment préserver un tel patrimoine ? Alors en fait, préserver, j'ai envie de dire, finalement, c'est peut-être ce qui est le moins, entre guillemets, difficile à faire, c'est-à-dire qu'on sait techniquement comment préserver le patrimoine, mais l'objectif, c'est aussi de le faire connaître, de le faire vivre, de le transmettre. Parce que c'est vrai qu'il y a certains sites qu'on possède depuis plus d'un siècle, la chartreuse de Mélan, ça fait plus d'un siècle qu'elle est dans le patrimoine départemental. Si on prend le château de Clermont, c'est pareil, ça fait à peu près 50 ans aujourd'hui. C'est bien, mais comment est-ce qu'on fait découvrir ce patrimoine ? Comment est-ce qu'on le fait vivre ? Et voilà, c'est tout notre objectif, donc de proposer à la fois une offre, que ce soit de l'art contemporain à Mélan, que ce soit du spectacle vivant au château de Clermont, et donc de faire venir les Hauts-Savoyards. Vincent Roland, je le rappelle, vous êtes coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. On en est où, ici en Savoie-Mont-Blanc ? Nous en sommes où à propos de quoi ? Au niveau touristique, ça marche de plus en plus, on attire de plus en plus de monde chaque année ? La destination se porte plutôt bien.
Néanmoins, nous conservons des marges de progression très importantes sur l'été, et c'est pour cela que je disais il faut vraiment miser sur nos atouts, le patrimoine, la montagne, les activités de pleine nature. Les lacs sont très importants et nous essayons, avec les acteurs, de fédérer une politique de promotion touristique estivale puissante de la destination. Nous restons la première destination montagne l'été, mais encore une fois, on ne peut pas s'en satisfaire, il y a des marges de progression importantes. Sur quel point est-ce qu'il faudrait progresser ? Il faut le faire savoir. Il faut faire savoir ce qu'est notre destination. L'été, elle ne doit pas pousser à l'ombre de l'hiver, où nous sommes leaders mondiaux, mais que le vacancier sache la richesse et la diversité de ce qu'il peut trouver sur notre territoire, sans oublier évidemment cet espace environnemental absolument sublime, avec 2 parcs naturels régionaux, et là nous sommes sur celui des Bauges, mais aussi un parc national qu'il faut lui aussi valoriser en termes touristiques. On reste en Savoie avec vous et avec Martine Buissard. Vous nous proposez 3 axes pour découvrir le territoire et on commence avec les chemins du baroque. 80 édifices en accès libre ou en visite guidée. Ça a été inauguré en 1992 et c'est le précurseur d'une nouvelle forme de tourisme culturel. Pourquoi ? Alors les chemins du baroque, 1992, les Jeux Olympiques, cette idée absolument exceptionnelle de valoriser cette identité de la Savoie, puisqu'en fait le baroque c'est à la fois une richesse patrimoniale artistique, mais c'est surtout aussi la vie de toutes ces personnes qui habitaient la montagne, de ces communautés villageoises qui étaient très chrétiennes et qui avaient besoin à la fois d'avoir des églises baroques en haut des alpages, dans les villages, voilà. Et donc, si vous voulez, les chemins du baroque ont fait l'objet d'un gros travail ethnologique déjà pour comprendre ce que sont ces églises dans la vie quotidienne au XVIIe et XVIIIe siècle. Et dans le cadre des chemins du baroque et du pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie, nous accompagnons avec des guides conférenciers des visites guidées. Sauf que cet itinéraire est notre premier itinéraire, c'est l'itinéraire fondateur de la Fondation Fassim, et qu'aujourd'hui on est engagé dans un renouveau des chemins du baroque, parce qu'aujourd'hui, ces édifices, on les souhaite vivants. On souhaite aussi prendre le temps de les contempler. Et donc, on a organisé et créé d'autres formes de visiter ces églises. Et aujourd'hui, on propose, par exemple, dans le cadre d'un programme tout à fait particulier qu'on mène avec la Direction des Affaires culturelles de Savoie aussi, qu'on appelle Surprise baroque. Et Surprise baroque, c'est comment visiter ces édifices avec à la fois l'histoire racontée par un guide, mais accompagnée de voix, de comédiens ou de musique. On laisse la place à la contemplation, on déambule dans l'édifice et on est comme ça à la fois sur la place du village, la place de l'église dans le village, mais aussi contempler et comprendre l'art baroque avec d'autres entrées que sont la voix, l'écoute. Donc on laisse les yeux, puisque les yeux sont remplis de toutes ces merveilles, et donc on ouvre les oreilles et on part dans l'imaginaire. Vous avez des temps forts à nous proposer ? Oui, alors sur ces surprises baroques, par exemple, je vais reprendre mon petit papier, l'église de Caige en Beaufortin, le mercredi 25 juillet à 21h, ou encore, par exemple, on en a d'autres, mais Valseny, donc à l'occasion des 500 ans de l'église de la chapelle de Lens-le-Villard, aussi 21h, donc là ce sont les surprises baroques. Mais on a aussi, à côté de ça, on accompagne le festival baroque en Tarentaise, qui s'égrène d'église en église. Et là, on les accompagne sur 3 opérations qu'on appelle les coulisses du festival. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour les publics qui sont les festivaliers du festival baroque, à la fois de découvrir une église, certains points d'une église, mais aussi d'assister à une répétition publique, de rencontrer les musiciens, et ensuite, avant le concert, d'avoir une sorte d'apéritif savoyard, et puis après de participer au concert. C'est-à-dire que cette musique dans les églises baroques, ce sont les 350 ans de la naissance de Couperin cette année, c'est aussi, ça met aussi en valeur ces édifices baroques, la musique et les édifices baroques. Voilà, donc tous ensemble,
on fait en sorte qu'on renouvelle la manière de vivre ces édifices. On a beaucoup d'autres idées encore. Vincent Rolland, de tels événements sont importants pour la Savoie ? Ils sont importants, ils sont aussi facteurs d'attractivité. On a beaucoup d'autres festivals sur les 2 départements. Nous regorgeons d'offres. Je pense par exemple ce qu'on appelait les estivales du château autrefois, qui sont rebaptisés les estivales de Savoie, où il y a durant le mois de juillet 10 ou 12 concerts gratuits. On en reparlera juste après. Avec une offre très éclectique pour tous les publics. On passe au chemin des Alpages, mais alors ça a changé de nom, hein. Ah, c'est pas que ça a changé, non, c'est que le nom d'origine, c'est Terre des Alpes. Terre des Alpes. Donc évidemment, nous, on a 6 itinéraires culturels, donc on va en parler de 3 là, mais donc Terre des Alpes. Alors Terre des Alpes, c'est absolument exceptionnel, je trouve, moi qui ne suis pas savoyarde d'origine. C'est qu'en fait, ces éleveurs qui ont façonné la montagne depuis des siècles et des siècles, eh bien, on les découvre au cœur de leur activité. Donc grâce à des visites guidées, accompagnées toujours d'un guide conférencier, on découvre à la fois les endroits où on fabrique le fromage, par exemple dans des caves coopératives, mais on va aussi chez les éleveurs, on peut monter en alpage, participer à la traite. Ces visites sont des espèces de visites à 2 voies, c'est-à-dire qu'à la fois on vit la montagne, puisqu'on marche, on va en alpage, on découvre l'activité de ces éleveurs, ils nous parlent de leur métier et ils sont, je dirais, extrêmement fiers de ce qu'ils font et je crois que cette économie-là est une économie en devenir. Je crois que ces fromages-là ont une visibilité internationale et que penser au goût du fromage tout en goûtant les paysages et en marchant et en comprenant comment ils sont faits et comment ils sont faits de cette matière humaine et de cet engagement de ces hommes et ces femmes dans ces montagnes, je crois que c'est une magnifique manière de découvrir une des facettes de la montagne et qui participe, je dirais aussi, comme les chemins du baroque, à ce gros effort qu'on doit tous mener de faire en sorte d'avoir une offre culturelle et comme une ressource pour tous ces touristes qui viennent et qui, j'espère, viendront encore plus nombreux l'été. Valoriser ces producteurs, c'est aussi faire perdurer leur métier, d'un côté ? Ils ont su le faire quand ils ont choisi une production de qualité. Nous avons beaucoup de production agricole sous signe de qualité, et c'est ce qui en fait notamment le succès. Et puis ce lien très étroit entre agriculture et tourisme doit être conforté. Et c'est d'ailleurs l'objet de la fusion de Savoie Mont Blanc Tourisme avec la marque Collectif Savoie. Il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et demi. La marque Collectif Savoie faisait la promotion des produits agricoles des 2 départements. Maintenant, elle se retrouve intégrée dans Savoie Mont Blanc Tourisme pour gommer encore, s'il y en avait une, frontière entre les 2 activités, bien faire comprendre que l'une dépend de l'autre et vice-versa. On passe maintenant au chemin de l'hydroélectricité. Alors c'est vrai que les ouvrages hydrauliques sont nombreux ici en Savoie. C'est important de les faire découvrir au grand public. Encore une fois, c'est quelque chose qui est tellement spécifique à la montagne et spécifique aussi à l'économie de montagne. Depuis la fin du 19e siècle, ces ouvrages d'hydroélectricité ou hydraulique sont aussi à l'origine de cette activité industrielle. Ils font partie intégrante du territoire, Absolument. On est d'accord. Alors ils participent aussi à l'économie, mais ils participent aussi à la qualité des paysages. On appelle ça des ouvrages d'art et c'est pas pour rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ces sujets qui sont quand même des sujets d'actualité, se poser la question de l'énergie et faire visiter à la fois des barrages et des équipements, c'est une manière de faire comprendre, et c'est aussi une mission qu'on a, qui est une mission citoyenne, de faire comprendre ce qu'est l'énergie, comment on la fabrique, à qui elle est destinée, et comment les hommes et les femmes qui travaillent chez EDF sont aussi, comme je disais, des éleveurs tout à l'heure, totalement impliqués dans leur métier. C'est des métiers de passion et on le découvre aussi dans ces visites à 2 voies. Donc tout ça est pour moi extrêmement important et significatif de ce que c'est ce territoire de montagne. Concrètement, qu'est-ce qu'on y découvre dans ces visites ? Alors dans ces visites, eh bien, on a à peu près une centaine de visites sur l'ensemble du territoire, dans les 4 vallées. On peut y découvrir des centrales,
On peut y découvrir des barrages, enfin l'extérieur des barrages. On y découvre tout le système qui est extrêmement impressionnant de ce que c'est qu'une énergie durable, l'eau qui monte et qui descend. Ça, c'est des choses... On découvre aussi que la montagne est pleine d'eau, pleine de conduites forcées. Et puis c'est vrai qu'on n'a plus du tout le même regard lorsque l'on regarde la montagne et qu'on intègre ces ouvrages d'art qui sont aussi fonctionnels et qu'on sait ce que c'est qu'une œuvre fonctionnelle qui participe à une économie. Je crois que tout ça facilite aussi la perception de ce qu'on est tous des citoyens et la compréhension du monde dans lequel on vit. Et on est quand même sur des sujets d'actualité. On est sur un patrimoine, mais un patrimoine vivant, et on est sur un patrimoine qui doit devenir. Donc c'est quand même important. Dernière question, après tout ce qu'on vient de découvrir, vous êtes fiers de votre territoire ? Oui, bien sûr. Fier d'être savoyard, fier de ce territoire, fier d'y vivre. Et puis aussi de le défendre autant qu'on puisse le faire et de s'impliquer pour ce territoire. Je crois qu'on ne serait pas capable de le faire ailleurs. Allez, on regarde le teaser des chemins de l'hydroélectricité avant de passer au dernier moment de l'émission. Martine Buissard, où est-ce qu'on peut retrouver tout ce dont on vient de parler ? Eh bien, sur le site de la Fondation Fassim, fondation-fassim.fr, et puis sur nos brochures que l'on trouve dans tous les offices de tourisme ou hébergeurs, ou dans tous les lieux où l'on peut trouver les renseignements et l'offre. Voilà, donc ces jolies brochures, et admirer aussi les très belles images qui portent ce pays magnifique. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Allez, on passe encore à une multitude d'animations culturelles qui vont se dérouler en Savoie-Mont-Blanc tout au long de l'été, pour tous les goûts, pour tous les âges. Lorton-les-Bazailles, on commence en Haute-Savoie. Le département aide financièrement de nombreux festivals, dont Guitare en scène. On regarde le teaser tout de suite. Exceptionnel votre festival les mecs. Keep it up, stay alive. Alors là, on parle de Guitare en scène, mais vous aidez aussi des festivals comme le Festival au Bonheur des Mômes. En quoi est-ce que c'est important d'aider de tels festivals ?
Ce sont des festivals qui souvent sont portés par des équipes vraiment de passionnés dans tout un tas de domaines culturels très différents. Sur là, si on prend le Bonheur des Mômes, évidemment, c'est un festival jeune public. Hein, et c'est vrai que c'est un festival qui repose vraiment sur des gens très impliqués et il a besoin du soutien des collectivités locales et notamment du département qui s'implique depuis de nombreuses années auprès de ce festival-là, mais auprès de nombreux autres festivals, pour pouvoir les mener à bien. Alors il y a aussi de nombreuses festivités également au château de Clermont, hein, on en parlait, ou encore à la Chartreuse de Mélan. Est-ce qu'il y a un petit plus cette année par rapport aux années précédentes ? On est heureux de constater que le public est de plus en plus au rendez-vous. Donc ça, c'est vrai que c'est une satisfaction pour toutes les équipes du département qui travaillent vraiment très en amont pour préparer toute la saison. On constate aussi que la première partie, puisqu'il y a une première partie gratuite qui s'appelle Sous les cerisiers, hein, sur l'esplanade du château, qui connaît un succès important chez les familles. Donc ça aussi, on s'en réjouit. Et puis, comme chaque année, on propose vraiment une programmation très différente, avec à la fois du cirque, de la danse, du théâtre, de la musique, des concerts. Et donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est ce qui nous tient à cœur aussi. C'est difficile de faire en sorte de surprendre le public chaque année. Il faudrait poser la question au public, mais non, je pense que si le public revient chaque année de plus en plus nombreux, c'est que je pense que chaque année on lui donne satisfaction et qu'il revient toujours plus curieux de savoir ce qu'on va programmer l'année suivante. Allez, on revient en Savoie. Les estivales, hein, vous en parliez, du 4 au 24 juillet, 10 soirées, 12 concerts depuis 15 ans dans la cour du château des Ducs de Savoie. Les spectacles sont gratuits. Je suppose que c'est un festival qui plaît et la programmation est très très belle cette année. Elle est éclectique et on constate année après année le succès de ces manifestations, chacune dans leur genre. Et puis le côté gratuité permet à chacune et chacun de pouvoir, au cœur de l'été, assister à un événement culturel majeur. C'est ce qu'a voulu aussi et d'abord le Conseil départemental de la Savoie. Vous attendez combien de spectateurs cette année ? Je serais incapable de vous le dire, on n'a pas de sondeur. Mais l'année dernière, par exemple ? C'est à chaque fois plusieurs milliers à chaque représentation, plusieurs milliers de spectateurs, ce qui est très bien. Après, ça dépend, comme c'est en plein air, aussi des conditions météorologiques. Alors au programme, Vita qui ouvre le festival, Imani ou encore Amir qui a représenté la France à l'Eurovision, rien que ça. Comment est-ce que vous les faites venir, tous ces artistes ? C'est lié au talent de nos collaborateurs qui savent trouver les bonnes ficelles, nouer les bonnes relations pour que des artistes de premier plan puissent venir, et encore une fois dans une grande variété. Mais ma fille, je vous assure, est très contente de la venue d'Amir. Et bien justement, on regarde le teaser tout de suite. I can see clearly there's a miracle unfolding in the beams of the sunlight. Breezes I feel whisper miracle, breathing life into the night. I can breathe and I can feel it, 'cause the colors in a world, and I can fake it, I can heal it, come the colors of dawn. Avant de parler des festivals entre lac et montagne, Martine Bussard, vous vouliez annoncer un autre événement à ne pas manquer. Voilà, je crois qu'il faut vraiment annoncer le prochain parcours photographique qui a lieu sur les chemins de l'hydroélectricité. Nous avons commandé à Sylvie Bonneau, une artiste photographe qui a passé une année de sa vie à photographier les 4 saisons l'ensemble des équipements hydroélectriques. Et en Beaufortin-Val d'Arly, cette année, l'année prochaine en Maurienne et l'année d'après en Tarentaise, nous présentons ces photos en grand format. Donc à partir de la mi-juillet, le long du Doron, dans les vallées du Val d'Arly, du Beaufortin, 24 photos grand format, 2 mètres sur 3,
chemineront et seront toujours pas très loin d'un paysage à découvrir. Donc je vous engage tous à aller en vélo, à pied, en voiture, voilà, à la fois découvrir ce travail et puis revenir vers ce magnifique livre, Les chemins de l'eau en Savoie, derrière la retenue. Eh bien, le message est passé, merci. Et du coup, on parle des festivals entre lac et montagne. Cette fois-ci, on peut retrouver 80 concerts dans toute la Savoie, les voies du Prieuré, musique en nature en Bauge, les nuits d'été, les nuits romantiques au lac du Bourget. Expliquez-nous, on a de quoi faire là, hein? Ben oui, il y a... nous avions fait une enquête auprès... pas de la population locale ni des vacanciers qui venaient ici, mais de la population française sur ce qu'inspirait la montagne l'été. Et un des sujets qui revenait, c'était l'ennui. Dans l'imaginaire des vacanciers, ceux qui n'étaient pas encore venus, hein, on pensait qu'on s'ennuyait en montagne. Je crois qu'on a la preuve de tout le contraire. Et d'ailleurs, ce contraire, nous l'avons aussi mesuré auprès des vacanciers ici, qui tous sont, ou presque, puisque je crois que c'est un peu plus de 8 sur 10, surpris par la qualité, la variété de l'offre offerte sur notre territoire de Savoie-Mont-Blanc. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes dans le faire savoir. Il faut faire savoir que cette destination, l'été, est tout aussi exceptionnelle que l'hiver. Il y a aussi les Amants de la Voissarde, à Saint-Christophe-la-Grotte. On parle ici de théâtre déambulatoire, expliquez-nous. Ben écoutez, je ne connais pas encore cette activité, donc j'irai sans doute la découvrir cet été. Très bien, merci. Et une exposition que, évidemment, vous connaissez, l'exposition Duc des Alpes. Oui, à découvrir également. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah, allez la découvrir. Et celle-ci, alors là, par contre... Il faut nous dire, Expo 2018 à la Maison des Jeux Olympiques d'Albertville. Alors, outre l'histoire des Jeux Olympiques, on y retrouve aussi tous nos nouveaux athlètes, nos champions. Les plus récents, y compris dans les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. L'intérêt de la Maison des Jeux Olympiques d'Albertville et de la Savoie, c'est à la fois d'avoir un focus sur l'événement de 92 et de raconter cet événement tel qu'il a été conçu, préparé, réalisé, vécu, et puis aussi de sensibiliser le public à l'aménagement de la montagne, à l'environnement montagnard, à certains projets, et puis de suivre également les autres Olympiades ou autres championnats du monde liés à l'activité des sports d'hiver. Et souvent, ce qui est remarquable, c'est que les athlètes passés ou contemporains actuels se prêtent beaucoup au jeu, viennent faire des conférences et on sent un intérêt, une certaine symbiose avec le milieu environnant. Cette histoire des Jeux Olympiques d'Albertville date de 92, on le sait, c'est une histoire qui plaît encore, qui intrigue encore les touristes et les habitants. Bien sûr, parce qu'un événement mondial comme nous l'avons connu, une réussite, hein, puisque je me souviens d'un titre du quotidien L'Équipe qui avait mis Bravo la Savoie, montre que cet événement a été réussi et intéresse toujours. Il a été aussi novateur en termes de cérémonie d'ouverture. On se souvient de la production de Philippe Descoufflets, qui d'ailleurs après, d'une certaine manière, a fait école. C'était un jeune qui était quasiment inconnu des milieux artistiques et qui a été mis sous les feux de la rampe grâce à cet événement et grâce à la réussite de son spectacle. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va passer un bel été en Savoie-Mont-Blanc. Lorton-les-Bazailles? Oui, c'est certain. C'est sûr? Vincent Rolland? À votre avis? La question ne se pose pas. Voilà. Merci à tous les trois. Avant de se quitter, on regarde ce reportage dédié à toute la programmation estivale en Savoie-Mont-Blanc. À très bientôt. Les répétitions vont bon train à l'approche de la saison estivale. Qui dit été, dit forcément festival. Et c'est au brise-glace que tout commence. La scène conventionnée répond à une mission de service public, celle de faciliter l'accès à la culture. Depuis 20 ans,
Des milliers d'artistes se produisent ici. Annecy n'est pas trop mal positionné sur la carte des tournées des groupes en général. C'est à proximité de la Suisse, c'est sur la route pour faire le nord, le sud de la France ou l'est, l'ouest. Donc globalement, c'est pas très compliqué pour nous. Après, comme on a une jauge de 500 places, il faut évidemment qu'on calibre nos choix de programmation. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que la programmation culturelle de l'été est annoncée. Entre le château de Clermont, la Chartreuse de Mélan ou encore le plateau des Glières, une douzaine de sites accueilleront les spectateurs. La Haute-Savoie, elle est riche d'abord de sa population, 800 000 habitants, qui nécessite une action culturelle marquée et redéfinie en permanence, mais aussi de cette fréquentation touristique, 400 000, 500 000 personnes qui viennent l'été, l'hiver. Et cette politique culturelle, elle s'attache à aller au plus près des besoins et des envies des habitants et des visiteurs. 9 millions d'euros sont consacrés à la culture. Ce budget permet d'organiser les événements, mais aussi d'accompagner des associations. Il permet aussi d'appliquer des tarifs réduits ou permettre aux plus jeunes d'accéder à la culture. C'est aussi proposer une offre qui soit quand même accessible à un jeune public, donc à la fois soit des concerts, soit des spectacles qui vraiment parlent aux plus jeunes. Et puis c'est aussi faire des visites, voilà, pas forcément faire que des visites classiques, historiques, mais aussi des visites un peu à énigmes, des visites un peu jeux de piste, pour du coup capter aussi l'attention des plus jeunes. Cette année, les spectateurs peuvent se rendre aux événements en navette au départ d'Annecy. La réservation est obligatoire et le tarif est unique, 1 €.